Bonjour, je suis Michel Forissier, je suis le directeur technique et marketing de la branche propulsion de Valeo. Je pense qu'on est confronté à deux mouvements convergents. Le premier, c'est l'électrification, le passage à la voiture zéro émission, qui en fait est lié à la réglementation, mais aussi le besoin de réduire la pollution dans les villes, les interdictions des diesels et probablement à venir des moteurs thermiques dans les villes qui vont arriver, qui font que toute la propulsion automobile va devoir se réinventer du moteur thermique vers la propulsion hybride et électrique. Et ça va se passer entre 2020 et 2030. Il va y avoir une complète bascule du marché. Et il y a un deuxième phénomène qui est quand même assez important aussi, c'est le changement dans les usages de mobilité, notamment pour la nouvelle génération, qui est beaucoup moins axée sur la possession du véhicule, mais plus sur l'usage, avec notamment, on voit l'émergence des systèmes d'autopartage ou même de mobilité douce, comme les trottinettes, les scooters, etc. Et on voit bien aussi que ça se produit surtout dans les villes, et donc on voit là la convergence. Les villes vont avoir besoin de voitures zéro émission pour avoir de l'air pur, en même temps que la nouvelle mobilité urbaine est en train de se réinventer autour du partage et autour des objets de nouvelle mobilité. Donc on voit finalement autour de la ville et de la banlieue se dessiner un nouveau paradigme de mobilité électrique qui est tout à fait nouveau et intéressant avec beaucoup d'opportunités de foisonnement dans des technologies qui vont couvrir des choses qui ne sont pas uniquement des voitures. On va voir des voitures, on va voir des scooters, on va voir des rickshaws, on va voir des robots, on va voir des petits camions électriques. Et puis le roulage sur autoroute et sur route qui est plus traditionnel, parce que là il faut rouler assez loin. On va voir des voitures un petit peu plus traditionnelles, probablement des hybrides rechargeables ou des véhicules électriques à hydrogène qui vont permettre de faire des distances plus longues. Donc ces deux phénomènes sociétals et environnementaux se combinent avec une offre nouvelle qui est en train d'émerger sur le marché, qui est très intéressante. On est face à une transformation assez majeure, parce que le passage du moteur thermique au moteur électrique change complètement la donne. Tous les produits que nous fabriquions et que nous fabriquons encore aujourd'hui, qui sont dédiés au moteur thermique, vont finir par disparaître. Donc on a une disruption de facto de notre business qui est en train d'arriver. Et donc il faut absolument qu'on se transforme pour passer d'un monde où on fabriquait des composants et des systèmes pour des moteurs thermiques à un monde où on va fabriquer des composants et des systèmes pour des voitures hybrides et électriques. Et donc ça, c'est assez différent, à la fois en termes de technologie, en termes d'investissement, en termes même de savoir-faire. Nous, cette transformation, ça fait longtemps qu'on l'a imaginée, on l'a pressentie, on l'a préparée, et donc on a toute une stratégie pour faire une évolution progressive du moteur thermique au moteur électrique, pour éviter de se retrouver face à un mur de la disruption, où là, nos business mourraient du jour au lendemain, et nous n'aurions plus rien pour les remplacer. Donc ça, pour nous, c'est vraiment très très important. En même temps, on voit que les frontières avec les constructeurs changent. J'entends par là que les constructeurs sont de plus en plus des assembleurs qui vont se tourner de plus en plus vers le client, avec du service au client, des services de mobilité. On évoquait tout à l'heure la mobilité. Et donc, de facto, eux aussi vont rendre une partie des travaux qu'ils faisaient vers les équipementiers comme nous. Et notamment, nous devenons de plus en plus systémiers sur des sous-ensembles complets que nous développons pour nos clients, qui sont plus uniquement des composants, mais des systèmes, c'est-à-dire des ensembles complets, avec éventuellement le software, donc le logiciel qui va avec, qui va permettre le fonctionnement de ces sous-systèmes dans les voitures. Quand on est face à une disruption, il faut se préparer. Donc la première action qu'on avait menée, c'est de faire de la prospective. Donc pour faire de la prospective, on s'est allié avec des spécialistes de prospective, avec des macroéconomistes, avec nos amis du marketing. Et on a identifié la bascule du marché probablement il y a une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années. Donc on a pas mal anticipé finalement le fait que le marché allait vraiment changer et que notre monde industriel allait changer. Ça, c'est la première chose importante. La deuxième chose, dans l'industrie, comme on est une industrie très capitalistique, on a beaucoup d'investissements avec des problèmes de retour sur investissement importants. Si vous êtes face à un mur de disruption, vous perdez tout. Et donc, on a engagé une transformation graduelle.
Ça, c'est très important pour arriver à réutiliser les investissements industriels qu'on a faits de façon la plus continue possible pour éviter d'avoir à mettre à la poubelle les investissements industriels qui auraient été faits avant. Euh, et donc ça c'est quelque chose qui prend du temps. D'où la logique de prospective que j'évoquais avant. Si vous voyez un horizon 10-15 ans, vous savez vous y préparer, et vous vous y préparez non pas uniquement sur la vision, mais aussi sur les actions de transformation industrielle. Ça, pour nous, c'est très important, puisque nos produits actuels vont disparaître, et donc nous devons transformer nos produits actuels en produits du futur, et de façon la plus graduelle possible. Alors ça, on arrive à le faire sur des produits qu'on maîtrise, ou qui sont transformables, et quand on n'en a pas, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on fait soit des acquisitions, soit des co-entreprises. En l'occurrence, nous n'avions pas de moteur électrique de haute performance et nous avons fait une co-entreprise avec Siemens, qui est un spécialiste mondial réputé des moteurs électriques de haute puissance, pour adresser le marché des voitures électriques de très haute tension. Donc en faisant ça, on arrive à se transformer de façon maîtrisée, à la fois industriellement, économiquement, puis aussi on donne une perspective à nos employés, puisque on sécurise les emplois dans nos usines autant qu'on le peut, en accompagnant le changement de façon graduelle. Le pire, c'est quand les ruptures arrivent d'un coup, parce que là, vous n'avez pas d'autre choix que de fermer ou de clore des activités avec tout le désastre qu'il y a autour de ça. Et donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la prospective, parce que je pense que c'est essentiel. Dans un monde industriel qui est quand même assez lent et à réagir, vous avez besoin vraiment de prendre 5, 6, 7, 8, voire 10 ans d'avance pour savoir comment gérer votre stratégie. La géopolitique aujourd'hui joue pour beaucoup dans dans notre industrie. Bon, d'abord parce qu'il y a des guerres économiques, notamment entre les États-Unis et la Chine, qui perturbent un peu le marché libre tel qu'on avait l'habitude de le connaître. Après, parce qu'on a des problèmes d'accès aux matières premières qui devient plus difficile. On parle beaucoup des terres rares en Chine, mais aussi du cobalt en Afrique ou d'autres matières comme le lithium en Amérique du Sud. Le Covid n'a rien arrangé. Le Covid a même perturbé pas mal le jeu, puisqu'il est difficile maintenant de déplacer des biens et des produits et des hommes à travers les continents. Donc ça devient effectivement beaucoup plus difficile. Après, c'est aussi, il y a des menaces, mais aussi des opportunités. Récemment, avec le Covid et avec la stratégie du gouvernement français, et par exemple, tout ce débat qui est en cours sur la réindustrialisation de la France, qui est un débat intéressant pour sauver les emplois et aussi pour se poser la question de finalement où est-ce qu'il faut produire, où est-ce qu'il faut développer les produits et est-ce qu'on n'a pas intérêt, que ce soit pour des raisons environnementales, l'empreinte carbone par exemple des produits qu'on amènerait d'un point de la planète à un autre, ou que ce soit pour des raisons sociales, l'aspect de l'emploi local, ou même des aspects simplement de souveraineté nationale, le fait de garder une certaine contrôle sur les changements dans les technologies ou dans les produits à venir. On voit bien que tout ça est de beaucoup d'actualité, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement, et que évidemment l'industrie automobile, qui est un des grands pourvoyeurs d'emplois en France et en Europe, est évidemment en première ligne sur ces questions-là. Donc c'est forcément très important. Évidemment, on ne maîtrise pas tout, puisque la politique, ce n'est pas notre responsabilité. On subit les aléas du monde, des virus et de la politique aussi. Mais en fait, l'industrie automobile a toujours su s'adapter assez grandement à ces changements-là. Et là, on voit une nouvelle vague d'adaptation qui est en train de venir et qui est assez intéressante.